est rappeur, il est écrivain, il est auteur, il est réalisateur, il a beaucoup de casquettes, mais il est surtout et avant tout un amoureux et un défenseur des mots. Les mots pour transmettre, partager et structurer, dit-il, une identité. Notre rapport à l'autre et au monde. Abdelmalik, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Je suis très heureuse de vous recevoir. Merci de me recevoir. En cette journée internationale de la francophonie. C'est une journée évidemment symbolique, mais c'est tous les jours que vous menez, on peut le dire, un combat pour la langue, pour les mots, pour la culture. C'est un combat quotidien, il faut le rappeler. C'est un combat quotidien. Moi très tôt, je me suis rendu compte du fait finalement que mon pays, c'était et c'est la langue française en fait. Ça va même bien au-delà du simple territoire, c'est la langue elle-même. Donc c'est un combat, dire que c'est la langue qui nous structure et surtout qui fait en sorte qu'on fasse lien, qu'on fasse peuple. Quand on dit que la langue, d'ailleurs, c'est un trait d'union entre les peuples, les cultures et les continents, c'est pas des belles paroles, c'est pas que des belles paroles, c'est la réalité. C'est un véritable lien, un trait d'union. Oui, véritablement, parce que au-delà même de la langue elle-même, dans le sens la langue parlée, la langue, elle véhicule aussi un état d'esprit, un état d'être au monde. Le fait d'adhérer à, j'ai envie de dire, à des principes, à une philosophie particulière. Et c'est vrai que la langue française, elle véhicule ça, elle véhicule au-delà des mots. Elle véhicule la notion d'universel, la notion des notions d'intelligence, la notion de partage, de lutter contre toutes les formes d'injustice, etc. Et ça c'est véhiculé par la langue elle-même, mais par l'état d'esprit de la langue. Et c'est important de parler de ça à une époque où on a le sentiment que si, par exemple, on emploie des mots en anglais ou dans une autre langue, on ne serait pas dans une démarche qui magnifierait la francophonie. Alors que la francophonie, ça ne s'arrête pas à des mots, c'est un état d'esprit, une manière d'être. Il y a des gens qui sont totalement, francophiles, baignés par la langue, travaillés par la langue, et qui ne parlent pas français ou peu français. C'est important ce que vous dites, dire qu'il ne faut pas voir la langue comme quelque chose de fermé. Elle évolue, elle bouge. Il y a les mots un peu en anglais, le franglais, puis il y a d'autres mots qui viennent d'ailleurs. Au contraire, il faut avoir cette vision élargie de la langue. Oui, parce que... Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ça enrichit la langue. Bien sûr. Toutes les langues veulent se positionner dans une forme d'alternative, finalement, face à l'anglais, qui est la langue qui... Et de mon point de vue, une alternative, c'est avant tout une alternative en termes de philosophie. Une alternative en termes de projet de vie, de projet de société. Et c'est véhiculé par la langue, certes, par le propos, mais c'est aussi comment philosophiquement ça nous donne une colonne vertébrale. Et en ce sens-là, la langue va au-delà de la langue elle-même, d'une certaine manière. Vous lui rendez hommage, cette langue, Abdelmalik, via des écrivains. Et quels écrivains? Il y en a un en particulier qui résonne vraiment profondément en vous. On va écouter d'ailleurs un extrait de ce que vous avez interprété sur scène. Et quel hommage pour Albert Camus. On écoute. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante. La promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance. La tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Le découvrez jeune, très jeune. Il devient presque instantanément, d'ailleurs, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut le dire, une sorte un tuteur, un grand frère, une vraie figure tutélaire? Ouais, tutélaire au sens de, vous savez... un référent. Ouais, presque au sens premier du terme, c'est-à-dire qui permet, si on prend cette image de la plante, qui permet à la plante de pousser droit. C'est-à-dire que Camus, moi je découvre Camus comme quelqu'un qui vient finalement du même milieu que moi, du même milieu socio-culturel que moi, quelqu'un qui grandit dans un milieu où il n'y a pas la culture, et finalement, par la culture, finalement, il transcende sa condition. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc moi, quand j'ai 12-13 ans et je rencontre Camus, je rencontre un grand frère qui me dit, écoute, tu as des velléités artistique, tu veux être un artiste, et ben voilà ta feuille de route. Et d'une certaine manière, j'ai juste suivi cette feuille de route. Et quelle feuille de route? Vous dites qu'il transcende sa condition, c'est très vrai, mais Albert Camus, il l'a toujours dit d'ailleurs à travers L'étranger ou encore L'envers et l'endroit, il rappelle toujours l'importance de rester connecté à ses origines. C'est-à-dire, on peut transcender cela, vouloir pas s'en échapper, mais s'élever, mais toujours se rappeler d'où on vient, les origines. Il est important de rester connecté tout en allant vers l'autre. Bien sûr, parce que transcender ne signifie pas oublier. Ce qui est important pour lui, et justement, vous faites bien de citer L'envers et l'endroit, c'est que dans L'envers et l'endroit, il dit en substance qu'il s'agit de rester... Vous l'aimez ce livre? Ah, je l'aime. C'est son livre de jeunesse? C'est son premier livre.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui font référence à ce livre. Hein. Beaucoup, c'est l'étranger et d'autres. Pourquoi celui-là en particulier? Parce que justement, il a écrit 20 ans après, il écrit une préface où il parle de ce qu'on est en train de dire, où il dit finalement que tout est là en puissance et qu'il s'agit de rester fidèle au sien et finalement d'être la voix des sans-voix. Mais quand il dit sans-voix, en fait, il parle de ceux qui ont grandi dans les mêmes conditions finalement de misère que lui et qui ne peuvent pas exprimer à la fois leur réalité intérieure et lui est là. Et d'une certaine manière, l'envers et l'endroit, il donnait une voix à ce que moi j'étais, à ce que je pensais, à ce que je pensais même pas que je pouvais être. Et lui, voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, voilà les miens, et voilà comment je vais devenir leur porte-voix. Et voilà, 20 ans après, il écrivait ça dans la préface de l'envers et l'endroit. Et moi, ce petit garçon de 12-13 ans qui lisait ça et qui s'est dit, je peux peut-être faire quelque chose de cette vie-là. Quelqu'un lui a dit presque la même chose que ce que vous venez de dire, c'est un enseignant. D'ailleurs, c'est l'importance de l'éducation et des enseignants, parce qu'il y a un enseignant qui va dire au petit Camus, tu peux devenir quelqu'un. Et ça va tout changer. Vous savez, je dis ça un peu en rigolant, je dis souvent que moi j'ai eu, gamin, j'ai une institutrice qui m'a dit que j'étais beau. Et en fait, comme elle m'a dit que j'étais beau, j'ai fini par croire que je l'étais effectivement. Et j'ai agi en conséquence. Et me voilà avec vous aujourd'hui. Mais à d'autres, on ne leur dit pas qu'ils sont beaux. On leur dit même qu'ils ne sont pas français. On leur dit même on leur dit telle chose. Et ils finissent par le devenir, effectivement. Et justement, on devient par rapport au regard qu'on porte sur nous. Et moi, les enseignants font partie de mes héros. Je le dis, c'est vraiment parce que tout d'un coup, ils donnent à ce petit garçon qui a le sentiment qu'il ne peut rien, mais en lui disant, en fait, tu peux tout. Et ça, c'est fabuleux. Le regard qu'on porte sur soi et qui détermine ce qu'on va devenir. Ce qu'on va devenir à travers aussi la langue, c'est une sorte de catharsis. Est-ce que c'est le cas? Parler pour se libérer, chanter, écrire, transcender sa condition. Est-ce que c'est aussi cela, le rap, le slam? D'abord, bien sûr. Ça vous vient instinctivement. Moi, j'ai vu, Abdelmalik, que lorsque vous préparez un morceau, ça vient tout de suite. Ouais. Vous ne perdez pas de temps. Si ça ne vient pas, c'est que ça coince, vous mettez de côté. Oui, mais c'est parce que de la musique, en tout cas de la manière dont je travaille, de la musique viennent les mots. C'est-à-dire, c'est comme si tout d'un coup, il se passait quelque chose à l'intérieur de moi où j'entends de la musique et il y a des textes qui sortent, alors j'écris. Mais ça va plus loin que la catharsis. Bien sûr, il y a la catharsis, mais il y a aussi cette idée tout d'un coup où on magnifie cette chose qu'on a tous en commun. Parce que la notion d'universel dans l'art, elle est hyper importante. Et qu'est-ce qu'on a tous en commun? L'humanité. Et d'une certaine manière, on a tous peur, on aime tous. Il y a des choses qu'on a... Et écrire, pour moi, c'est faire lien avec les autres. Oui, mais vous n'écrivez pas de la manière avec laquelle vous chantez, vous rappez ou vous slamez. Pour l'écriture, je crois que ça vient... C'est beaucoup plus, non pas tortueux ni torturé, mais c'est beaucoup plus long. Vous torturez les mots. Quand j'écris pour la littérature, vous voulez dire... Oui, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Pourquoi les mots, vous ne les utilisez pas de la même manière quand vous êtes là sur scène ou quand vous écrivez et vous avez produit de très beaux livres? La guerre des banlieues n'aura pas lieu et d'autres. Mais parce que j'ai envie de dire, c'est mon mode opératoire à moi. C'est-à-dire que selon le médium, eh bien, le mode opératoire change. Et c'est vrai, quand j'écris pour la littérature, quand j'écris des livres, je suis dans la musique, par exemple, c'est pas une musique extérieure, mais c'est une musique intérieure. Et cette musique intérieure, je l'appréhende d'une autre manière. Et alors que quand j'écris pour la musique, il y a la musique extérieure et je l'appréhende d'une autre manière. Donc voilà, c'est la méthodologie qui est la mienne. Albert Camus, comme il est un écrivain français d'Algérie, vous vous définissez comme un écrivain français de cité. Exactement. Pourquoi j'allais dire, définir le lieu? Puisque vous parlez d'universalité, pourquoi cette définition qui peut enfermer aussi? Vous savez, Aimé Césaire disait la chose suivante. Il disait être noir, donc c'est le grand défenseur et l'inventeur de la négritude, il disait être noir, mais être noir comme un département de l'humanité. C'est-à-dire que c'est important, on parlait tout à l'heure de la fidélité à ses origines, des lieux d'où on vient. Moi, je viens de cité, je viens de banlieue. Et c'est une richesse formidable, puisque ça a fait de moi l'homme que je suis. Et c'est important de parler de ces origines-là, mais pas pour dire s'enfermer, mais pour dire voilà mon humanité. Et comment je vais connecter mon humanité, ma parcelle,
à celle de tous les autres. Donc voilà, dire l'origine pour ne jamais oublier l'origine. Mais encore une fois, une racine n'est pas seule. Ensuite, il y a l'arbre, les branches, les fruits. Le sens des mots revêt une importance fondamentale, on l'a dit. Il y a en ce moment, et plus largement, Abdelmalik, des débats et beaucoup de mots qui viennent. Il y a un mot, j'ai sélectionné parce que ce mot-là, on l'utilise beaucoup dans nos débats et personne ne sait ce qu'il veut dire vraiment. Le mot radicalisation. On ne sait pas vraiment à quoi cela renvoie. On imagine que c'est un processus. Loin de la radicalisation, vous préférez, et ça n'a rien à voir, la spiritualité. C'est ce qui vous porte encore et toujours ? Totalement, totalement. Mais vous savez, je pense qu'on peut croire ou ne pas croire en Dieu, c'est un choix. Mais je ne pense pas qu'on puisse se priver de spiritualité. Parce que finalement, la spiritualité... Qui peut être religieuse, bien sûr, bien sûr. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit, on peut croire en Dieu, pas croire en Dieu, avoir une religion ou pas, mais on ne peut pas se passer de spiritualité. La spiritualité, c'est justement ce qu'on disait en préalable. La spiritualité, c'est ce qui magnifie ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est justement cette humanité. Et la spiritualité, c'est ce qui nous fait dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous. La spiritualité, c'est ce qui nous fait dire finalement qu'on fait partie on est dans cette même embarcation tous ensemble et on doit avancer tous ensemble. On doit s'entraider les uns les autres rapport à ça. Donc, parler de radicalisation, parler de ce genre de choses, en réalité, il y a certaines personnes qui, dans leur propre parcours, n'ont pas trouvé des gens qui leur ont dit « je t'aime », ne se sont pas sentis aimés, alors la première personne qui dit « regarde, tu es comme moi, on est de cette manière », alors ils y vont. Et le danger, il est là. Le danger, c'est que l'un des rôles fondamentaux de la République, c'est pour ça qu'on dit liberté, égalité, fraternité, c'est de dire que la République est une mère symbolique. Elle doit aimer tous ses enfants, qu'importe les milieux socioculturels d'où ils viennent, de la même manière. Ainsi, ils seront dans cette fraternité et non point dans cette rupture qu'on peut voir aujourd'hui justement avec ces... Et encore l'importance des mots, de développer un contre-discours également, exactement, évidemment, pour ne pas laisser prospérer tout cela. Je voudrais vous faire écouter, et ça c'est un petit clin d'œil, c'était tout à l'heure, Emmanuel Macron a tenu un discours en hommage à la francophonie. Plus largement, on a fait un medley de quelques mots qu'il utilise, des mots assez particuliers, hein, qui ne sont pas courants. On va les écouter. Je ne suis pas sûr qu'une partie de ces débats ne soit d'ailleurs pas aporétique. Un jour vint où Jean qui rit admit la présence tenaillante, irréfragable d'un manque. C'était un travail important. Mais avant ce français classique de l'Académie, il y avait un français coruscant, irrigué de temps et temps de patois et de langues vernaculaires. La mise en relief de ce que la décision de justice peut avoir de plurivoque, de complexe, le cas échéant de contestable. C'est important qu'il emploie des mots comme ça, des mots qui ne sont pas évidents, qu'on n'entend pas souvent. Parce que d'abord, ça montre de la richesse de la langue française, mais de comprendre aussi que la culture, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose qu'on doit chercher et travailler. Et c'est important d'entendre des mots qu'on n'entend pas, et habituellement, et d'ouvrir un dictionnaire. Ça nous pousse à aller chercher, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert un dictionnaire, oui. Et ça, c'est important. C'est une démarche qu'on ne fait plus naturellement. Et je trouve qu'avoir un président qui met si haut à la fois ce que moi j'appelle le génie français et la culture, c'est ce dont on a besoin. Et tous. Donc moi je trouve que c'est fabuleux qu'il emploie des mots qui ne sont pas évidents, qu'on ne comprend pas au premier abord et qui nous obligent à faire cette démarche. Donc il faut continuer avec des mots nouveaux, des mots qu'on ne connaît pas. C'est ce que vous faites totalement. Tous les jours. Merci Abdelmalik. C'est vraiment un plaisir de vous avoir reçu. Merci de m'avoir reçu, vraiment. Eh ben, je vous propose justement, je vous remercie les téléspectateurs. On va évidemment se retrouver demain. À suivre, c'est Laurence Ferrari. Mais je vous propose de terminer avec un autre extrait dans lequel vous rendez hommage. C'est tellement beau, on a envie d'en réécouter Albert Camus. Il est des lieux d'où l'on ne revient pas, même si l'on s'en va, qu'on ne quitte pas. Il est des lieux où le temps ne peut imposer sa raison, où le sommeil est l'allusif de la mort et de la résurrection. Il est des lieux où la présence te change